Bienvenue dans Une semaine dans le monde, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes et avec nous aujourd'hui Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonjour Laure. Alex Taylor, vous êtes journaliste européen, spécialiste des questions européennes. Louis Quemayou, vous êtes journaliste indépendant, président du Club de l'information africaine. Merci à tous les trois d'être avec nous. On attend d'un instant à l'autre Christian Macarian qui arrive et qui va donc prendre place lui aussi à cette table. Bonjour Christian. Allez-y. Voilà Christian Macarian qui est donc directeur délégué de la rédaction de l'Express et que je remercie de s'être joint à nous. On attend d'une minute à l'autre la conférence de presse conjointe que doivent donc mener Donald Trump et Theresa May. C'est donc la chef du gouvernement britannique qui a choisi le nouveau président américain pour sa première rencontre avec un dirigeant étranger depuis son installation à la Maison-Blanche. C'était il y a une semaine, jour pour jour. Alex Taylor, c'est juste la manifestation du lien historique, cette relation spéciale entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Est-ce que là, ça va plus loin? C'est aussi le choix délibéré, finalement, de montrer qu'ils sont sur la même longueur d'onde, notamment vis-à-vis de l'Europe? Je ne suis pas sûr du tout qu'ils soient sur la même longueur d'onde de quoi que ce soit, parce que cette conférence de presse a été rafistolée de dernière minute. Lundi, on ne savait pas du tout que la première ministre britannique allait se rendre cette semaine à Philadelphie et à Washington pour rencontrer Trump. Je suis venu ici en taxi, au moment où je partais, ils ne s'étaient toujours pas rencontrés. Donc, ils ont passé, là je les vois, je viens de les découvrir ensemble, ils ont passé en tout et pour tout une demi-heure ensemble. Et on attend une conférence de presse. C'est une opération pour moi cosmétique, parce qu'il faut savoir que ce qu'on appelle the special relationship est très spécial, surtout pour les Britanniques. Ça a toujours été beaucoup plus que pour les Américains. Et surtout dans le contexte du Brexit, je pense qu'il y a eu beaucoup de pression de la part de Londres. S'il vous plaît, recevez Theresa May en tant que première puissance occidentale, parce que les Britanniques ont très peur. Theresa May a compris qu'elle n'aura pas un très bon deal avec l'Europe. Elle n'aura pas du tout le deal qu'elle voulait avec l'Europe après le Brexit. C'est-à-dire, en gros, pour résumer, le deal qu'elle voulait, elle, c'était de pouvoir continuer à bénéficier de l'accès au marché, et notamment pour les produits financiers, sans avoir à ouvrir les frontières aux individus. Je vais vous dire, c'est très simple. Les Britanniques étaient dans la gym. Et tout d'un coup, ils ont annoncé après 40 ans qu'ils ne veulent plus payer l'abonnement, mais qu'ils veulent continuer à bénéficier des appareils. Donc l'Europe a dit, écoutez, c'est sympa, mais non. Donc, comme elle a compris que ça n'irait pas, elle a déclaré la semaine dernière, la grande surprise de tout le monde, que nous quittons même le marché unique, c'est-à-dire le plus grand marché du monde, dans lequel nous faisons des affaires, notamment financières, depuis 40 ans. Donc, on est complètement dans le vide. Donc, du coup, on est précipité vers les États-Unis parce qu'on espère avoir un bon deal. Mais un bon deal avec qui? Avec Trump. On a vu ce que ça fait depuis une semaine et j'espère que Theresa May a lu dans l'avion pour aller à Philadelphie les livres de Trump. Parce qu'il dit un bon deal, c'est quand moi je gagne et que l'autre perd. Donc, je ne sais pas si Theresa May aurait convaincu Trump sur quoi que ce soit pendant la petite demi-heure où ils viennent se voir. On verra bien dans la conférence de presse très attendue dans quelques instants. Christian Macarian, on n'est pas tellement surpris évidemment de les voir se parler. On imagine l'empressement effectivement de Theresa May puisque Nigel Farage avait été reçu lui immédiatement après l'élection de Donald Trump. C'est même sans doute le premier homme politique étranger à avoir été reçu à la Trump Tower. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un risque presque politique à s'afficher auprès de Donald Trump? Je crois en tout cas que ce que vise Donald Trump, c'est une redéfinition complète des relations internationales avec l'Amérique au centre. Il veut détruire le multilatéralisme auquel Barack Obama a été très attaché pour remplacer cela par un système bilatéral. C'est simple, l'Amérique est encore plus une puissance si au lieu d'avoir face à elle un bloc comme l'Union européenne, elle a des nations individuelles. Et l'Angleterre, de ce point de vue-là, est un cas idéal, puisque c'est l'Angleterre démocratiquement qui a choisi de se brexiter, de quitter l'Union européenne. En instaurant une sorte de laboratoire du bilatéral, M. Trump fonctionnera très bien. Je pense que ça n'a pas à avoir de contenu concret pour l'instant. Je pense aussi que Mme Theresa May est complètement esseulée
isolée dans sa position et qu'elle est un peu obligée. Même en Grande-Bretagne. Très disputé. Oui, parce qu'on se souvient, c'était pas très bon pour Tony Blair de s'afficher en meilleur ami de George W. Bush sur la scène internationale. Est-ce que pour Theresa May, être proche de il ne Donald reste Trump pas énormément d'autres possibilités. Donc je crois qu'il y a là derrière un gros calcul de bilatéralité. Et je terminerai avec ça. Le bilatéral, ça fait penser aussi à quelqu'un. À Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, face à l'Union européenne, il est de peu de poids, mais s'il discute avec l'Allemagne à part, avec la France à part, avec le Royaume-Uni à part, et avec les petits pays, alors a fortiori, que ce soit les Pays-Bas ou la Slovénie ou d'autres pays, il est évidemment le roi de l'Europe. Et c'est pour ça qu'il y a un point d'entente entre Trump et Poutine. Il n'est pas du tout sur le rapprochement américano-russe. Pas sur les intérêts, en tout cas. Il est sur la vision du monde. Et elle est dangereuse. Nous, en Europe, nous avons voulu le contraire, et c'est cela que Theresa May essaie de fracturer. À mon avis, elle n'y arrivera pas, mais qui sait. Alors, sans en venir le danger, un négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, le Français Michel Barnier, a rappelé que la Grande-Bretagne restait tenue par la politique commerciale commune de l'UE tant qu'elle restait membre effectif. L'Europe... Est-ce qu'elle a, d'après vous, lorsqu'on entend ce type de déclaration, Louis Quemailleux, est-ce qu'elle a à craindre que l'on ne commence déjà à négocier finalement dans son dos un accord avec les États-Unis ? Non, ce que l'Europe a aujourd'hui en face d'elle, c'est une Grande-Bretagne qui pendant longtemps a estimé qu'elle était envahie par le reste de l'Europe. C'est des États-Unis qui sont en train de se chercher un nouveau leadership. Ce n'est plus le leading from behind de Barack Obama. C'est qu'il faut faire l'America great again. Donc l'Amérique doit retrouver toute sa splendeur. Et pour ça, je pense que c'est d'ailleurs le premier point de divergence qu'il y aura entre les deux. C'est que Donald Trump estime que faire affaire avec Poutine n'est pas une mauvaise idée. Et là-dessus, Theresa May est beaucoup plus réservée. Et pour les Africains, ce sont quand même 3 pays du Conseil de sécurité des Nations Unies qui sont en train de redessiner en quelque sorte la carte géopolitique du monde. Et c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on le suit, vu que AFRICOM, le détachement américain sur le continent africain, a son importance, que des accords ont été signés avec l'Afrique pour l'entrée à prix préférentiel, à des taux préférentiels des produits africains en Amérique, que sur le plan de la santé, des accords ont été conclus, que Obama a également lancé des idées. Donc, en gros, on est là dans une recomposition sur laquelle il n'y a pas grand-chose actuellement qui suinte, mais il y a beaucoup quand même d'inquiétudes. On voit avec impréhension justement arriver Donald Trump. On n'a pas vraiment d'indications sur sa politique africaine à l'heure qu'il est. On a plus d'indications peut-être sur sa politique aux États-Unis envers des minorités, sur sa vision des minorités, ce qu'on fait des analogies. Ça n'a pas toujours été vrai dans le passé. On a pu voir des présidents qu'on imaginait peut-être plus fermés et puis très ouverts sur les questions liées à l'Afrique. George Bush notamment avait beaucoup contribué à la lutte contre un certain nombre de fléaux en Afrique. Absolument. Non, dans son cas, c'est peut-être par capillarité, parce qu'aujourd'hui, on entend Donald Trump dire qu'on va faire un moratoire sur les visas concernant les pays musulmans. Il y en a quand même un certain nombre sur le continent africain. On va gérer la question des migrations avec beaucoup plus de restrictions. La loterie pour la carte verte de séjour aux États-Unis concerne aussi les Africains. Donc, il y a tous ces enjeux de migration. Et puis, il y a surtout de savoir consommer américain de préférence. Est-ce que cela fera que les accords préférentiels qui ont été signés avec l'Afrique soient démantelés, comme il a démantelé déjà les accords de coopération avec le Mexique, comme il a démantelé l'OTAN, dont il dénonce la pertinence. Donc, c'est toutes ces questions-là aujourd'hui qui restent en suspens, mais qui intéressent énormément. Comme il a démantelé, pardon, je mets juste un restrictif, comme il a annoncé qu'il démantellerait. Parce que les executive orders, on a du mal à voir. Pour la plupart d'entre eux, n'auront pas de valeur effective. En tout cas, il va falloir se battre pour qu'ils en aient une. Vous vous souvenez que Barack Obama avait, dans les premiers jours, décidé la fin de Guantanamo. Il avait signé un executive order. Et quand il a fini 2 mandats, pas un, c'était toujours pas fermé. Donc, je pense que Donald Trump fait beaucoup d'effets d'annonce, parce qu'il est encore dans la suite de la campagne pour dire, sur un thème tout à fait essentiel, je fais ce que j'ai dit. Pour la première fois, je vais vous épater et je vais appliquer tout mon programme. Donc, il signe des papiers, effectivement. Mais il faut que ces papiers soient légaux, conformes au budget
et tout à fait approuvés par le Parlement, au sens où ils doivent être conformes à des lois déjà existantes. Ça fait beaucoup de restrictions, donc, mais ça, il le sait, peu importe, c'est une machine dynamique, Trump, et elle ne peut pas s'arrêter. Et je pense que c'est ça sa logique. On avait dit il se calmera peut-être, en tout cas certains l'espéraient une fois à la Maison-Blanche. C'est pas du tout ce à quoi on assiste, Alex Taylor. Là, depuis une semaine, on a une télé-réalité à la Maison-Blanche avec ses signatures devant caméra d'executive orders tous les jours, couplées à des tweets quasi permanents. On nous indique l'arrivée de Donald Trump et Theresa May pour cette conférence de presse que l'on va donc suivre ensemble et on se reparle juste après. Alex Taylor. Thank you very much. Merci beaucoup. I am honored to have Prime Minister Pour moi, un honneur que Theresa May here for our first voir official ici, visit avec from moi, a foreign leader. This is our first la Première ministre, Madame Theresa May, pour la première visite d'un chef d'État ou de The special gouvernement relationship between our two étranger countries ici. C'est un honneur. has been one of the great forces La in relation history privilégiée entre nos for deux pays justice and for peace. est une And, immense by the force way, my mother was born in pour Scotland. la justice et la paix dans l'histoire de l'humanité. Et je commencerai par dire que, Today, the United rappeler States que ma renews mère a est née deep bond en Écosse, with Britain, military, aujourd'hui, financial, au plan cultural, militaire, and financier political. One of the great bonds. et We politique, pledge our lasting support to this most nous avons special d'excellents relationship. liens Together, America and the United auxquels nous Kingdom tenons are a énormément. beacon for Nos deux prosperity pays, ensemble, and the rule of law. sont un exemple That is why the United States en termes de respects the prospérité, sovereignty de respect of the du British droit. people C'est and their pourquoi right les of États-Unis respectent self-determination la souveraineté A du free and peuple independent britannique Britain is et son droit à a blessing l'autodétermination. to the world. And our Un Royaume-Uni relationship libre has never been et stronger. souverain est une Both bénédiction America and Britain pour le monde et pour understand les that États-Unis. governments must be Jamais responsive notre relation to n'a everyday été aussi working excellente. people, that governments must represent their own citizens. Partout, la Madam classe Prime politique doit Minister, comprendre que notre responsabilité est de représenter les intérêts de nos peuples. Madame la Première ministre, nous sommes impatients de travailler avec vous pour renforcer nos liens commerciaux, politiques et autres. Une époque intéressante s'ouvre pour nos deux peuples et nos deux pays. Une fois de plus, je vous remercie de nous avoir retrouvés ici aujourd'hui. C'est pour nous un immense honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je tiens à dire que je suis ravi de pouvoir être ici aujourd'hui. Merci de m'avoir invité si peu de temps après votre investiture. Je tiens également à vous féliciter pour une élection qui a été absolument extraordinaire. Il est vrai qu'il existe entre nos deux pays une relation privilégiée fondée sur l'histoire, la famille, les liens entre nos peuples et nos intérêts partagés. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai pu exprimer au nom de la reine le souhait qui est le nôtre de voir le président Trump ainsi que la première dame rendre visite à un autre pays très rapidement. Nous avons parlé avec le président Trump de politique étrangère, nous avons parlé de ce que nous pourrions faire ensemble pour lutter contre Daesh et l'extrémisme partout où il existe. Nos deux nations sont également, sont dès à présent deux pays qui prennent l'initiative dans tous ces domaines, mais nous devrons encore redoubler d'efforts. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce que nous pourrions faire en ce sens en échangeant davantage de renseignements et également en luttant davantage contre Daesh dans le cyberespace, car bien entendu, pour lutter efficacement contre Daesh, il faut d'abord lutter contre cette idéologie. Nous continuerons à discuter d'un grand nombre de questions, y compris la Syrie, la Russie. Pour ce qui est de l'OTAN, nous reconnaissons tous les deux que cette organisation est un rempart très important pour la paix et la sécurité mondiale. Monsieur le président Trump l'a dit lui-même tout à l'heure, mais il faut également une OTAN qui soit bien équipée, bien armée pour lutter également contre
la guerre dans le cyberespace, outre les formes plus conventionnelles de guerre. J'ai rappelé au président Trump que j'étais très favorable à ce que les pays européens dépendent davantage en matière de défense, de façon à ce que le fardeau de la défense de ces pays soit mieux partagé. Par ailleurs, nous avons également parlé de coopération commerciale. Nos relations commerciales sont déjà immenses. Les États-Unis sont le grand investisseur étranger dans notre pays et ces liens commerciaux sont de façon générale les plus développés qui puissent exister entre deux pays dans tous les domaines. Le président Trump et moi-même avons dit à quel point il était important de continuer à renforcer ces liens commerciaux de façon à renforcer nos économies pour plus d'emplois. Nous avons parlé de ce que nous pourrions faire pour préparer le terrain pour un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni et voir ce que nous pourrions faire dans le court terme pour faciliter l'implantation et l'activité d'entreprises britanniques aux États-Unis et américaines au Royaume-Uni, des questions qui seront d'autant plus importantes alors que nous savons que notre pays va bientôt quitter l'européenne. Ces discussions entre nous ont été fortes, intéressantes et j'espère que nous aurons l'occasion de les reprendre et de les poursuivre très bientôt. Merci. Steve Holland. Steve, allez-y. Demain, vous allez parler avec le président russe, n'est-ce pas? Quel message voudriez-vous lui faire passer? Êtes-vous prêt de lever certaines des sanctions imposées à la Russie à la suite des événements en Ukraine? Et Madame May, pensez-vous qu'il y aura des modifications de l'attitude britannique sur la question des sanctions en Russie? Steve, nous verrons. Il est un peu prématuré de parler de ces sanctions. Ce que nous souhaitons, c'est avoir d'excellentes relations avec tous les pays. Ce serait l'idéal. Ce ne sera pas forcément le cas. Malheureusement, avec certains pays, peut-être beaucoup de pays, ce ne sera pas possible, mais pour ce qui est de la Première ministre May, si j'en prends à témoin la façon dont en très peu de temps nous avons pu commencer à avoir des discussions très intéressantes, bon, eh bien, on peut espérer que cela sera possible avec d'autres pays, y compris la Chine et la Russie. Ça n'est pas du tout garanti, mais si c'est possible, évidemment, ce sera très positif. Pour ce qui est du Royaume-Uni et des sanctions imposées à la Russie à la suite des activités russes en Ukraine, nous avons été très clairs. Nous avons dit très clairement que nous voulons voir l'accord de Minsk pleinement appliqué et que nous souhaitons que les sanctions continuent de s'appliquer tant que l'accord de Minsk ne serait pas pleinement appliqué. Laura? Thank you very much, Prime Minister. Laura Kunsberg, BBC News. La BBC, Madame la Première ministre, vous avez parlé des points sur lesquels vous étiez d'accord avec le président Trump, mais vous aviez dit que vous seriez également sincère sur les points de désaccord. Avez-vous soulevé des points de désaccord et dans ce cas, avez-vous eu l'impression que le président Trump vous écoutait? Vous dites oui, Monsieur le Président, nous verrons ce que dit Madame May. Monsieur le Président, vous avez dit que la torture était quelque chose qui fonctionnait, vous avez félicité la Russie, vous avez parlé du fait d'empêcher les musulmans de venir sur le territoire américain, vous avez parlé de l'avortement. Au Royaume-Uni, ces questions sont polémiques. C'est ça la question que vous aviez choisie? Bon, eh bien, c'est d'ores et déjà la fin de notre excellente relation, alors. Non. Alors, je tiens à vous confirmer qu'effectivement, nous nous sommes écoutés l'un l'autre. C'est tout l'intérêt d'un dialogue et d'une conversation. Nous avons couvert un certain nombre de points et nous continuerons à nous rencontrer et à parler de toutes ces questions après cette première rencontre. Et bien sûr qu'il y aura des moments où nous serons en désaccord. Mais si nous avons
une relation privilégiée. Tout l'intérêt, c'est justement pour nous de pouvoir avoir des conversations franches et ouvertes. Et lorsqu'il y a des points de désaccord, nous vous le dirons. Mais il se trouve tout de même que sur beaucoup de points, les États-Unis et le Royaume-Uni sont d'accord. Beaucoup de points d'accord entre nous. Et comme je l'ai dit hier dans mon discours, nous sommes à un moment de notre histoire où nous pouvons encore renforcer notre relation privilégiée, ce qui sera non seulement dans l'intérêt de nos deux pays, mais dans l'intérêt du monde entier. Nous avons un extraordinaire général qui vient d'être nommé secrétaire à la Défense, le général James Mattis. Il a affirmé publiquement qu'il n'était pas forcément très favorable à la torture, au supplice de l'eau ou aux techniques poussées d'interrogatoire, qui est l'expression que certains utilisent. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui, mais c'est à lui que je donne ce pouvoir. C'est sa décision qui comptera, car c'est un expert. Il est très respecté, il est le général des généraux. Son investiture n'a posé aucun problème, et aux États-Unis, ce n'est pas facile d'ailleurs. Donc voilà, je me fierai à son jugement, comme je le fais depuis longtemps déjà, mais effectivement, nous allons avancer, nous allons gagner avec ou sans la torture, mais effectivement je suis en désaccord avec M. Mattis sur ce point. Pour ce qui est de Poutine, je ne le connais pas bien. Avec la Russie, nous aurons une excellente relation de travail ou non. On ne peut pas le savoir. Ce qui est certain, c'est que je défendrai les intérêts du peuple américain. Et si nous avons une excellente relation avec la Russie, et d'ailleurs avec d'autres pays, si ensemble nous combattons Daesh, Daesh est un fléau que nous devons stopper, eh bien, dans ce cas, je considérerais cela comme une bonne chose et pas comme une mauvaise chose. Comment vont se passer les choses exactement? Je ne peux pas vous le dire à ce stade. Il m'est arrivé dans ma vie de rencontrer des gens qui m'étaient très sympathiques et puis ça s'est très mal passé et vice-versa. Donc, ce que je peux vous dire, Madame May, c'est que je vais représenter les intérêts du peuple américain avec beaucoup de force. John Roberts de Fox. Monsieur le Président, merci beaucoup. Madame la Première ministre, j'ai cru comprendre, Monsieur le Président, que vous avez téléphoné pendant 1 heure ce matin au président du Mexique. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la relation entre notre pays et le Mexique? Et que répondez-vous aux critiques qui disent que vous avez déjà gâché nos relations avec cet important allié qu'est le Mexique? Et Madame la Première ministre, êtes-vous de votre côté préoccupée par cette relation entre les États-Unis et le Mexique? Alors tout d'abord, je pense que Madame la Première ministre a des questions plus importantes sur lesquelles elle travaille que la relation entre notre pays et le Mexique. Bon, je respecte beaucoup le Mexique, je respecte beaucoup les Mexicains, je travaille en permanence avec des Mexicains. Mes relations personnelles avec les Mexicains sont excellentes, mais vous savez, dans les négociations commerciales, nous nous sommes fait vraiment écrasés par les Mexicains chaque fois que nous avons négocié des accords. Nous avons l'air d'imbéciles à côté des Mexicains avec un déficit commercial énorme avec le pays et puis cette frontière qui n'existe pas, la drogue qui traverse cette frontière tous les jours. Et sur cette question, je fais confiance à M. Kelly qui a été investi hier, comme vous le savez. Avec le président, nous avons une relation de confiance mutuelle. C'est vrai que nous avons parlé pendant 1 heure hier et nous allons travailler à mettre en place une relation plus équitable, une relation renouvelée, mais les États-Unis ne peuvent pas continuer à perdre des sommes immense, à perdre des entreprises, à perdre des millions et des millions d'emplois. Ça n'est plus possible. Et avec moi, ça ne sera pas possible. Nous ne serons plus le pays qui fait n'importe quoi, qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Nous allons donc renégocier nos accords commerciaux et nous allons renégocier d'autres aspects de notre relation avec le Mexique. Et en fin de compte, je pense que ce sera une bonne chose pour les deux pays. Mais ce coup de fil s'est très bien passé. C'était un coup de fil très sympathique
politique, le président vous le dira lui-même et les Mexicains vous le diront. Et dans les mois prochains, je sais que nous allons négocier et je sais que ça va bien se passer et je représente les Américains et je vais représenter les Américains comme ils doivent être représentés et pas comme ils ont été représentés dans le passé. Dans le passé, où nous avons perdu à chaque fois que nous avons négocié avec d'autres pays. Comme vient de le dire le président, la relation entre le Mexique et les États-Unis ne concerne que les États-Unis et le Mexique. Tom. Vous avez parlé de l'accord commercial post-Brexit, vous avez parlé de l'OTAN, mais comment peut-on vous croire sur ces questions, Monsieur le Président, parce que vous avez tant changé d'avis par le passé. Et Madame May, vos deux personnalités sont si différentes et vos origines sont si différentes. Vous me dépeignez comme quelqu'un d'un peu grossier, ou je ne le suis pas du tout. Nous avons beaucoup de points communs. Je suis du genre à savoir tout de suite si j'ai des atomes crochés à quelqu'un et je peux vous dire que nous allons avoir une excellente relation. Le Brexit, non, je n'ai pas tant changé d'avis que cela. Sur le commerce, j'ai très peu changé d'avis sur la question du commerce. Dans ma jeunesse, déjà, je parlais du côté désavantageux de tous ces accords commerciaux avec les autres pays. Mais pour ce qui est du Brexit, je pense que c'est un exemple de ce qui va se passer. J'étais justement en Écosse, souvenez-vous, où j'inaugurais. Je coupais un ruban au moment où le Brexit s'est produit et je l'avais annoncé. Souvenez-vous, quelques jours avant, j'avais fait cette prédiction. On s'était moqué de moi dans les médias, mais j'avais dit, je crois que cela va se produire car les gens veulent savoir qui entre sur leur territoire et les gens veulent contrôler les conditions commerciales. Et j'avais raison. Quelques jours plus tard, la réalité m'a donné raison. Le Brexit, je crois, va être une chose tout à fait formidable pour votre pays. Je pense qu'une fois que les premières difficultés auront été dépassées, je pense que vous aurez gagner en indépendance, en souveraineté nationale. Lorsque je vivais mon autre vie, j'avais eu l'occasion de me rendre compte que d'avoir un accord, une autorisation d'un des pays européens était quelque chose d'assez simple, mais d'avoir l'autorisation de ce que j'appelle le consortium, l'Europe, était extrêmement difficile. Je pense donc que ça va être un énorme avantage pour la Grande-Bretagne. Tom, une petite réaction à votre question. Comme l'a dit le président Trump, il est vrai que nous sommes déjà rendus compte, nous avons déjà eu l'occasion de nous rendre compte que nous nous entendions bien au plan personnel, mais pour répondre à votre question sur nos points communs, eh bien, il y a un grand point commun entre nous, c'est que nous nous intéressons d'abord au sort de ceux qui travaillent, dur, de ceux qui se lèvent tôt, de ceux qui travaillent pour notre famille, qui parfois ont l'impression que le système les empêche de gagner. Eh bien, notre intérêt partagé de faire en sorte que notre action, ce que font nos gouvernements pour l'économie, permette d'aider ceux que nous représentons. Nous partageons tous les deux ceci. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'était donc une première, la première conférence de presse conjointe de Donald Trump, président des États-Unis, avec un dirigeant étranger, une dirigeante étrangère en l'occurrence, puisqu'il s'agit de la chef du gouvernement britannique, Theresa May. Alex Taylor, on en parlait donc juste avant le début de cette conférence de presse. Theresa May a-t-elle quelque chose à gagner aujourd'hui à s'afficher avec Donald Trump? En tout cas, là, on a eu un nouvel exemple d'un moment dont il est difficile finalement de tirer des grandes lignes. Les propos ont été finalement assez généraux, assez flous, mêlés de considérations personnelles de Donald Trump. Pour Theresa May, ça devait être aussi un exercice assez inédit, non?
Un exercice assez difficile. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, mais elle était assez mal à l'aise. Moi, j'ai regardé son épaule droite, si on regardait son langage corporel, qui devenait de plus en plus... Chaque fois qu'elle disait quelque chose, elle regardait à côté pour chercher l'approbation de Donald Trump. Lui, il faisait ces grandes déclarations. Brexit will be a wonderful thing. Le Brexit sera une chose merveilleuse. L'Europe, il le regardait pas du consortium. tout. Il regardait pas du tout. Voilà, Theresa May. Oui. Je pense, et en plus quand ils disent nous avons des atomes crochus et que je suis sûr que je vais m'entendre avec le président, ils se sont vus en tout et pour tout 25 minutes. Donc, On parle au téléphone avant quand même. Ils sont peut-être téléphonés, enfin leur cabinet, c'est pas évident de joindre parce que justement Nigel Farage a pu parler avec Trump. Theresa May a attendu un bon moment, elle était 10e. C'est pour ça que les Britanniques ont essayé de... J'avais l'impression, si vous voulez bien que je sois honnête avec vous, j'avais mal pour mon pays. Parce que... C'est la deuxième fois alors, parce qu'au moment du Brexit, vous aviez mal déjà. Oui, mais c'est justement le résultat du Brexit, c'est-à-dire qu'on en est là. On est obligé maintenant. J'avais l'impression un peu comme si c'était une bonne écolière qui était là, qui quémandait quelque chose. Parce qu'on est maintenant dans la position de quémander quelque chose avec quelqu'un qui visiblement comprend le Brexit, comme moi je comprends la situation en Gambie. Il dit « Brexit will be a wonderful thing ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il veut faire un deal avec elle, mais on l'a vu là tout à l'heure, lui parlait au public et il s'emmerdait, il mettait des papiers et ça a duré en tout et pour tout, quoi. 15 minutes. Ils ont essayé de trouver des points communs, notamment Theresa May. Elle a fait ce qu'elle a pu pour essayer, notamment sur l'OTAN. On sentait qu'elle ramait un peu pour essayer de trouver des raisons de se rapprocher de Donald Trump. Mais bon, vous qui avez l'habitude quand même de ces conférences de presse, Christian Macari, est-ce que là, on n'est pas rentré dans un autre monde? Les codes de communication ne sont pas ceux auxquels on est habitué. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou finalement se dire qu'avec les États-Unis, on innove assez régulièrement? Avec les États-Unis, pas seulement. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est un air général qui plane sur le monde, c'est-à-dire la rediscussion complète d'un monde qui n'est déjà pas pacifique et pas du tout calme, mais en procédant de cette manière, on va bousculer beaucoup de choses. Un mot sur l'OTAN. Madame Theresa May a rappelé quelque chose qui est tout à fait exact, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne est un des rares pays membres de l'OTAN sur le continent européen, à être au niveau des 2% du budget national affecté à la défense. Elle est au rendez-vous, donc elle n'aura pas beaucoup d'efforts à faire. C'est la France qui est un peu derrière, et l'Allemagne, franchement, beaucoup plus encore. Donc là-dessus, elle a été assez fine, si j'ose dire. Elle a pris un sujet qui l'engageait pas. C'est pas difficile d'être d'accord avec Donald Trump. C'est pas difficile d'être d'accord, puisque c'est déjà la Grande-Bretagne est le bon élève. Voilà. Mais ce qui m'a frappé, moi, là, dans cette conférence de presse, c'est que Mme Theresa May a touché les limites du choix stratégique qu'elle avait fait. C'est-à-dire à se voir barrée en Europe dans son initiative de Brexit, à avoir en face d'elle un front uni de pays quand même dont le plus puissant est l'Allemagne, de pays qui sont assez lourds, et à aller chercher comme ça une alliance à Washington, elle a mesuré ce soir le prix de cette alliance. C'est-à-dire que la façon dont Donald Trump s'est exprimé a montré à Theresa May en avant-première une sorte de preview. Voici à quoi elle va devoir s'attendre. Très franchement, j'avais l'impression, là, tout à l'heure, j'ai dit qu'il s'emmerdait. C'est la première fois que je le vois. La déclaration, avant qu'il réponde aux journalistes, il lisait. Ça ne l'intéressait pas du tout ce qu'il disait. C'était des papiers qui ont été préparés. C'était pas du Donald Trump qu'on a connu. C'était, en fait, ça l'emmerdait de lire ça parce qu'on lui a demandé de lire ça sous la pression. Ça a duré 5 minutes. Et il lui a annoncé le menu, en quelque sorte. C'est ça. Mais vous avez raison, il y a un mot britannique, queasy. C'est un peu un mélange de nausée, de vertige. Et je pense, c'est le mot qui a été utilisé par rapport aux députés britanniques, même conservateurs. Il y en a pas mal qui se sentent queasy qui sont mal à l'aise vis-à-vis de cette visite. Je pense que même Theresa May, hélas, s'est rendu compte qu'en face d'elle, il y avait quelqu'un qui veut un deal et qui veut emporter le deal. Tout à fait. I totally agree. C'est exactement l'impression que j'ai eue. C'est que Theresa May est allée visiblement aux États-Unis pour, évidemment, à des fins de politique intérieure britannique. Bien sûr. Pour dire aux Britanniques, regardez, n'ayez pas si peur du Brexit et de nos méchants alliés européens. Oui, il y a un avenir après le Brexit. On a une ouverture fantastique.
Et ça coïncide, mon mandat et le Brexit coïncident avec l'élection. Ça, c'est ce qu'elle a dit au début. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les Britanniques? Ça veut dire nos services de santé, par exemple. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut vendre aux Américains? Des services, c'est ce qu'on vend aux Européens. Et donc, en échange, on aura les services américains. Voilà. Ça veut dire nos hôpitaux, on a un système de santé, contrairement à ce qu'on croit en France, qui est gratuit pour tout le monde en Grande-Bretagne. Plus pendant longtemps, si les Américains vont commencer à privatiser la santé. On en parle beaucoup. Ça veut dire quoi? Trump, il veut quoi? Si tout d'un coup, nous, on a accès à tous ces services aux États-Unis, lui, il voudrait avoir accès. Je trouve qu'elle va avoir du mal à vendre au public britannique cette rencontre comme un élément rassurant. Oui. Or, c'est bien comme ça qu'elle l'avait conçu. Je vais à Washington pour rapporter une impression apaisante pour mes concitoyens britanniques. Ça n'est pas tout à fait l'impression qui est ressortie. Et enfin, elle a été obligée de dire des choses relativement quand même discutables. Quand elle a parlé du commerce bilatéral avec les États-Unis, celui qui n'y connaît rien en déduit que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont les niveaux d'échange le plus élevé du monde, etc. C'est oublier que c'est avec l'Union européenne et les pays de l'Union européenne que la Grande-Bretagne fait la majeure partie de son commerce extérieur. Bien sûr. Donc, sans tarif. Et ça, elle l'a étouffé et on a une impression trompeuse après cette conférence de presse. Donc je crois que Madame May, qui est certainement une personne très fine et très déterminée à mesurer ce soir les risques de l'opération. On la compare souvent à Thatcher et puis on compare cette relation naissante là. Enfin, ils se sont rencontrés encore une fois 25 minutes. Ça ressemble à du Reagan-Thatcher. Reagan-Thatcher, mais c'est grotesque. Je ne suis pas très souvent en accord, je n'étais pas souvent en accord avec Mrs. Thatcher, mais au moins c'est une femme qui croyait des choses, qui avait des convictions et qui les menait à bien. Theresa May, je vous rappelle... Elle fait campagne contre le Brexit. Oui, était contre le Brexit. Alors qu'elle était pour. Alors c'est plus compliqué que ça, parce qu'elle y était sans doute pour à titre personnel et par fidélité envers David Cameron, elle a fait campagne contre. Il ne fallait pas faire des déclarations. Il y a un an, elle a déclaré, vous pouvez chercher sur Google, ce serait une catastrophe pour la Grande-Bretagne de sortir du marché unique. Voilà qu'elle dit partout maintenant que c'est une très bonne idée, qu'on a découvert la semaine dernière, qu'elle y croit dur comme fer. Thatcher, au moins, avait des convictions et s'y tenait, vaille que vaille. Theresa May n'est pas du tout Mrs. Thatcher. Je crains fort que Donald Trump n'a pas le charme déjà de Ronald Reagan. Enfin, oui. En tout cas, il a l'énergie pour l'instant. Il a de l'énergie. Louis Comayou, vous en avez pensé quoi, vous, de cette conférence de presse? Est-ce qu'elle vous a surpris? Est-ce que vous avez vu des choses que vous n'attendiez pas? Non, mais c'est sur le plan de la guerre, parce qu'on parle quand même de deux pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. Et pour les Africains, ça a son poids. Il y a de nombreux conflits sur le continent africain, voire la Cour pénale internationale sur laquelle la position de ces pays-là est quand même importante. Et ce que j'ai retenu, c'est que... ils s'entendent sur l'essentiel pour ce qui est de lutter contre Daesh, pour ce qui est de lutter contre le cyberespace. Sur la Russie, c'est pas clair encore. Sur la Russie, il est clair qu'il y a encore beaucoup de choses à ajuster. Sur l'OTAN même, Donald Trump voudrait que tous les pays, y compris ceux de l'Est qui ont rejoint l'OTAN, contribuent un peu plus. Et je ne sais pas si cela signifie pour lui que si les États-Unis sont le seul contributeur, on devrait diminuer la voilure pour ce qui est des interventions militaires, comme celle qu'on avait eue en Libye, ou dans la perspective de lancer la guerre contre le djihad et d'autres pays sur le continent africain. Oui. Effectivement, c'est toute la question. Et là-dessus, on a... De même que sur les sanctions, d'ailleurs, concernant la Russie, puisque la mise en œuvre des accords de Minsk, du côté de la Russie, on considère qu'ils sont mis en œuvre. C'est Theresa May qui a été précise en parlant des accords de Minsk et Donald Trump qui a été, comme d'habitude, très flou en disant « je ne sais pas, je ne suis pas sûr si nous serions amis » et en utilisant des métaphores incroyables de sa vie personnelle. J'ai des amis aujourd'hui qui n'étaient pas des amis au départ. Enfin, des choses vraiment extrêmement floues. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que je pense qu'il est en train de toucher du doigt les limites de son pouvoir de président par rapport au Pentagone. C'est-à-dire qu'il sent que même s'il voulait faire des choses, et il le disait avec le général par rapport à la torture, même s'il a des choses qu'il souhaiterait faire, il y a des limites entre le pouvoir du président et celle du Pentagone. C'est très étonnant, et je donnerai la parole à Laure dans un instant, mais c'est très étonnant parce que c'est vrai qu'on en était resté, nous en France, à cette vision très centralisée du pouvoir qu'on affectionne particulièrement ici. Il faut dire que, on est organisé nous-mêmes comme un État très jacobin, avec cette phrase qui est restée
resté dans toutes les têtes de Jacques Chirac, alors président de la République. Il visait à ce moment-là celui qui était encore son ministre de l'Intérieur. Je décide, il exécute, ça semblait tout à fait logique. Et là, on entend Donald Trump, dont on nous a dit qu'il serait un hyper-président, et c'est ce que montrent d'ailleurs les premières images, qui nous dit, finalement, sur cette question-là, je laisse l'expert décider. C'est le général Mattis qui décide. Ça, c'est sur la torture. À mon avis, c'est une habileté politique, habileté au sens de son intention, pas du tout au sens du résultat. Oui. Mais il a l'intention, visiblement, de dire les sanctions, j'ai pas envie de vous dire oui, on va lever les sanctions, alors que je l'ai dit maintes fois pendant la campagne. Et, sur la torture, quand même. Sur la torture. Parce qu'il s'est prononcé, lui, pour la torture, et il dit je laisse Mattis décider. On sait très bien qu'un maverick comme McCain, au sein de la majorité républicaine, est totalement, farouchement opposé à l'usage de la torture, et McCain n'est pas vraiment ce qu'on appelle un homme de gauche. Donc, il n'a pas... Il a lui-même subi la torture. Absolument. Il n'a pas... pour lui, de consensus, Donald Trump, sur le point de la torture. Donc, il utilise le secrétaire à la Défense comme prétexte. Et il le fait d'une manière qui porte atteinte, à mon avis, à la fonction présidentielle. Exactement. C'est ce qu'on se dit en l'entendant, en tout cas. Parce que ce n'est pas le Pentagone qui prend le pas sur les décisions de la Maison-Blanche, a priori. Moi, j'ai senti autre chose. J'ai senti l'ivresse un peu maladroite de quelqu'un qui, franchement, n'attendait pas de gagner. J'ai vu un peu les mêmes poses là. Le fait qu'il fasse ça pendant une conférence de presse, c'est-à-dire, j'ai envie de m'en aller. Je sentais un peu l'ivresse incrédule de Boris Johnson. Vous vous rappelez, qui était le grand Brexiteur. Tout le monde disait que le Brexit n'allait pas passer. Il était pour le Brexit. Il espérait perdre parce qu'il voulait juste faire beaucoup de bruit pour remplacer Cameron. Et quand il a gagné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Il a disparu pendant 4 jours. Je sens un peu cette ivresse-là chez Trump, c'est-à-dire que oh là là, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui dois faire tout ça. On va demander à l'autre. C'est pas l'impression qu'il donne chaque jour en signant des exécutifs. Non, mais je signe beaucoup de choses pour faire de l'effet, mais en même temps, quelque part, quand on lui pose une question sur quelque chose aussi sérieux que la torture, il dit, finalement, demandez à l'autre. Et sur le commerce, j'ai pas mon ministre encore, c'est de leur faute. Finalement, tout ça est un épouvantable cynisme. Oui. D'un épouvantable cynisme. C'est peut-être aussi une épouvantable méprise des électeurs qui vont se rendre compte là qu'ils ont mis à la Maison-Blanche quelqu'un qui n'était absolument pas destiné à y être. C'est la conférence de presse la plus comique, quelque part. C'est tragique, mais c'est comique. On rigolait en studio, on peut le dire. J'imagine que beaucoup de personnes qui vont regarder chez elles se disent « Mais qu'est-ce qui va sortir maintenant ?» Si c'était pas aussi tragique pour le monde, ce serait comique. Oui. Sauf qu'on y baigne tous maintenant. Laure Simoes, justement, on imagine des réactions humoristiques. Oui, mais à double tranchant, parce que c'est vrai que quand on regarde ça, on se dit aïe, 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 aïe. Donc, ce premier portrait d'un grand dessinateur néerlandais, Joep Bertrams pour De Groen Amsterdammer, portrait de Theresa May, qui, c'est un peu ce qu'on vient de voir, qui affûte son arme du Brexit. Le titre, c'est Intention, et on se demande effectivement si elle va pas s'y trancher la langue. Et quand on voit les images qu'on vient de voir, on a un peu peur pour elle. Cet autre dessin de Pisnestrovic, un dessinateur autrichien, où on voit effectivement qu'elle prend la température de l'eau avant de se jeter dans le bain. On remarque quand même que la piscine est bien étroite et qu'elle est bien solitaire. Moi, ça me fait rire, ce petit maillot de bain olympique aux couleurs du Brexit. Un autre portrait de Theresa May par CAC, dessinateur français pour l'Opinion. Alors on a une réinterprétation de Mary Poppins avec le même pouvoir de lévitation et évidemment au lieu du mot magique supercalifragilistique. Supercalifragilisticexpialidocious. Oh là là, c'est tellement bien dit. Bravo, je savais que ma langue allait fourcher, mais je comptais sur vous. Eh bien, on a en fait, si on zoome, on a Super Brexit fragilise Europe, casus belli totalum global Britannicus. C'est un petit peu, ce qui se présente. Alors aussi cet autre dessin de Plantu pour Le Monde. Hier à peine avait-elle déposé le projet de loi au Parlement britannique qu'elle était donc aujourd'hui face à Monsieur Trump pour essayer de trouver peut-être un autre parapluie. Mais enfin, je suis pas sûre qu'elle gagne au change. Quand on voit effectivement la jolie Europe et puis le sale ballon Trump, il y a des questions
des questions à se poser. Et puis voilà, peut-être pour résumer cette visite, ce dessin de Gado, dessinateur kényan, voilà, la première poignée de main entre Trump et puis Theresa May. Eh bien, si on zoome, voilà, c'est un petit peu le décalage qu'on a constaté là aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle être la première à faire la queue. Et enfin, un dessin que j'aime beaucoup de gros pour Marianne. Trump prédit d'autres Brexit, on sait à quel point il en est convaincu. D'autres pays quitteront l'Europe, dit-il de façon solennelle. La Pologne, bien sûr, hein, la France, et puis viendra aussi Taïwan. Il faudra simplement qu'il révise un petit peu ses leçons de géographie. Oui, ça risque de causer quand même pas mal de dégâts. Merci beaucoup. Laure, on comptait vous parler de la France, mais le temps nous manque. On va s'intéresser à l'autre sujet qui nous a animés tout au long de cette semaine. C'est l'installation au pouvoir d'Adama Barrow en Gambie, puisque cette fois, ça y est, c'est fait. Plus d'un mois et demi après son élection, une semaine après avoir dû prêter serment en dehors du territoire national, même si c'était légalement le territoire, puisque c'était l'ambassade de Gambie à Dakar, eh bien, Adama Barrow a donc pu rentrer dans son pays. Son prédécesseur, Yahya Jammeh, avait fini par quitter non seulement le pouvoir, mais aussi la Gambie et se réfugier en Guinée. Une crise qui a finalement qui a pu se dénouer rapidement et sans effusion de sang. Néanmoins, Adama Barrow a tardé à revenir et surtout, il demande à la CEDEAO, la force de la CEDEAO, la MICEGA, de rester sur place encore 6 mois. Louis Comayot, pourquoi on a eu du mal à comprendre la nécessité de rester alors qu'on n'a pas vraiment l'impression que la situation est explosive aujourd'hui en Gambie? Est-ce qu'on se trompe? Je crois qu'on se trompe un peu. Parce que c'est le calme avant une tempête terrible que je ne souhaite pas à ce pays d'Afrique de l'Ouest qui est complètement enclavé. C'est la langue du Sénégal, si on doit prendre une image triviale. Le pays est très enclavé dans le Sénégal. Il a une petite ouverture sur l'océan Atlantique, mais c'est aussi un pays qui a un taux, un niveau d'endettement supérieur à 100%, qui a aujourd'hui plus de 60% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, qui n'a plus d'argent, puisque le président lui-même, avant même de prendre ses fonctions, annonce avec 11 millions. Les caisses ont été vidées. Oui, alors vidées par Yahya Jammeh d'ailleurs, dit l'entourage d'Adama Barrow. Et je crains malheureusement... Dans les 2 semaines qui auraient précédé son départ. Et je crains malheureusement que son entourage dément qu'il ait vidé la caisse. Mais je crains malheureusement que ce schéma rappelle celui d'un pays d'Afrique centrale qu'on a suivi également et qu'on continue de suivre, la République centrafricaine. On a vu le départ du président Bozizé qui avait été salué par beaucoup de monde et la désillusion qu'il y a eu après et surtout l'élection des candidats qui se sont présentés avec son adoubement et qui ont gagné. Donc, ce que je crains aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans un schéma semblable à celui de la République centrafricaine où il y aurait non pas une nostalgie, mais une période très compliquée pendant laquelle Adama Barrow aura du mal à entrer dans ses habits de président, aura du mal à gérer la situation économique plus que précaire et donc qui débouchera sur des violences, malheureusement. Vous considérez donc justifier, vous, la présence de cette force de la CEDEAO? Il n'y a pas un problème de mandat pour donner le pouvoir à des militaires de puissances étrangères de continuer d'occuper le terrain pendant 6 mois? J'ai trouvé le choix de faire partir le président Jammeh par la force assez discutable. Même s'il est normal que la population qui est au cœur du système démocratique ait le dernier mot. En tout cas, c'est allé vite. Même si c'est justifié, il est toujours dommage d'utiliser la force pour imposer la démocratie parce que cela entraîne du ressentiment, cela entraîne de la violence par la suite et c'est jamais bon pour l'équilibre à la fois de la paix dans le pays et pour l'économie même. Parce que quand les investisseurs ont peur, je crains malheureusement que cela ne crée pas une ambiance qui attire à la fois des investisseurs, rassure les partenaires bilatéraux ou multilatéraux quant à la sûreté et l'équilibre de leurs investissements. Ça annonce, Christian Macarian, un changement, une évolution de la CEDEAO qui s'était déjà enlevé un énorme boulet au pied avec le départ de Blaise Compaoré du Burkina Faso, qui était l'un des gros points noirs en termes de démocratie. Aujourd'hui, elle peut se permettre de faire le ménage d'une certaine manière parmi ces États membres qui ne respecteraient pas les règles démocratiques, sachant que quasiment tous, si l'on regarde les pays membres, en tout cas l'essentiel, aujourd'hui les respectent et sont donc assez exemplaires en Afrique aujourd'hui. Mais oui, et c'est en soi une bonne nouvelle, pardon, mais il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Et je pense que la CEDEAO fonctionne sous le regard de la communauté internationale qui attend cela. C'est-à-dire que si l'Afrique pouvait déjà, dans la décennie qui vient, matérialiser concrètement le fait que le plus important dans une élection, ça n'est pas de tricher,
mais c'est de respecter le résultat des urnes, c'est déjà un principe tout à fait essentiel pour le développement et la stabilité. Je crois qu'en Afrique, c'est pas forcément, je vais choquer, mais d'être pointilleux sur la légalité précise qui compte, mais d'être pointilleux sur la souveraineté du peuple. Mais vous avez remarqué probablement que sur les 8 ou les 10 dernières élections, 6 ou 7 se sont traduites par le départ des présidents en place. Donc sur ce point, l'Afrique est en train de faire de grands pas. Voilà. C'est une certitude. Et là, nous sommes tout à fait d'accord. Et je trouve que c'est une évolution très importante pour la stabilité. D'abord pour le respect des peuples des pays africains concernés, c'est quand même le minimum. Ensuite, pour la stabilité des régimes politiques, leur crédibilité, et bien sûr pour le développement, parce que c'est ça qui est de nature à rassurer les investisseurs potentiels, un système où la démocratie fonctionne, même s'il y a encore beaucoup d'imperfections. Et je crois que si vous regardez les choses en gros, de façon globale, sur une dizaine d'années, l'Afrique a beaucoup progressé. Ça, c'est une certitude. Moi, ma seule limite, c'est qu'aujourd'hui, présenter la démocratie comme l'alpha et l'oméga du développement, c'est le gros problème qu'on a sur le continent africain. Parce que malheureusement... La Sierra Leone est un pays démocratique, mais pas développé. Enfin, en tout cas, où une alternance a eu lieu, mais qui reste à un niveau de développement extrêmement préoccupant, par exemple. Conditionner l'aide que l'on apporte aux pays africains, et je pense que l'aide aujourd'hui n'a plus sa place, on doit parler davantage de partenariats gagnant-gagnant, conditionner l'aide au processus démocratique, pour moi, c'est un couple qui ne fonctionne pas bien. Et la seule manière de le démontrer, c'est de voir comment ça se passe sur le terrain aujourd'hui. On fait plus confiance aux investisseurs internationaux qu'à la population elle-même. Et c'est là que le problème se pose, c'est qu'on ne respecte même pas les choix des électeurs. On voudrait plaire à la communauté internationale et cela se fait malheureusement au détriment des populations et de leur bien-être. Laure Simoes, des réactions, de dessins. Très rapide. Damien Glé du Burkina Faso qui nous fait ce portrait effectivement d'Adama Barrow qui revient victorieux, mais on le disait tout à l'heure, les caisses semblent complètement vides. Et puis enfin ce dessin aussi de Gado, dessinateur kényan pour Gado Cartoons. On voit cet ancien président Jammeh, Yahya Jammeh, qui est maintenant parti en Guinée équatoriale, esselé sur une île déserte, et puis on a la voix de Dieu qui lui dit, voilà, maintenant tu pourras régner ici pour des millions d'années. Voilà. C'est quand même bon. Effectivement, on peut dire que ce que je demandais tout à l'heure, c'est si c'était quand même pas un peu mieux, quoi, un peu moins pire. Oui. On n'est pas sûr. Merci beaucoup en tout cas. Alors, restez avec nous. C'est la fin évidemment d'une semaine dans le monde, mais on reste ensemble. C'est l'actualité cette fois vue du net et notamment cette rencontre Trump-Theresa May tout de suite. Donc avec Myriam Amellal. Voilà, on s'est donné les feuilles. Vous avez assisté à tout. Avec Myriam Amellal. Bonjour Myriam. Un œil sur les médias qui commence avec Donald Trump, très présent sur les réseaux sociaux. Il a à peu près autant tweeté finalement qu'il a signé de décrets. Exactement, et on en parle beaucoup de Donald Trump, mais j'ai voulu quand même, avant de venir ici en plateau, jeter un coup d'œil sur les réactions après la conférence de presse. Il y a quelques réactions, il y en a même beaucoup. Regardez par exemple, réaction de beaucoup de journalistes aussi. Fin de la courte conférence de presse de Donald Trump, Trump a dû faire face aux questions incisives et percutantes des journalistes britanniques. On retrouve beaucoup cette remarque. Et puis vous avez les réactions des tweetos un peu plus générales. On m'explique, voilà, on m'explique comment on peut laisser un type, entre parenthèses Trump, arrêter le financement des ONG qui s'occupent des IVG. Le monde régresse, dit ce tweeto. Puis vous avez Il y avait aussi une manifestation des exactement, à Washington, au même moment, encouragée par Mike Pence, le vice-président. Exactement. Trump qui dit en conférence de presse avec la Grande-Bretagne, en direct sur France Info, qu'il est pour la torture. Non mais on rêve là. Voilà des tweets qu'on retrouve énormément. Et puis, est-ce que les Canadiens se sentent flattés que Trump ne compte pas construire un mur pour nous séparer d'eux? Ils sont contents que Trump renouvelle le soutien à Keystone XL, le pipeline, y compris d'ailleurs Justin Trudeau. Exactement. En tout cas, pour la conf de presse, les tweets que j'ai sélectionnés, ce sont les remarques qu'on trouve le plus généralement possible. J'ai choisi aussi pour vous, pour ce débat, pour cette semaine dans le monde, une vidéo qui fait le buzz, une vidéo un peu plus drôle, un peu plus décalée, qui propose à Trump de changer de look, le relooking, c'est ce qu'on dit en français. Vous avez par exemple tous les problèmes qui
il faut qu'il change sa coupe de cheveux, son bronzage, son costume, sa cravate. Voilà, alors on va commencer par son pantalon qui est beaucoup trop large, donc froissé, donc il faut un pantalon slim, hein, comme on dit. Voilà ce que lui conseille cette vidéo publiée dans QJ, le magazine QJ. Ensuite, sa veste, il lui conseille de fermer le premier bouton, de préférence, et pas fermer le deuxième. Ensuite, la chemise qui est trop longue, il faut la raccourcir. Et avec la remarque, on aura l'impression qu'il aura de plus grandes mains, référence bien sûr à la campagne. Et puis cette cravate qui est beaucoup trop grande, surdimensionnée, donc il faut mettre une cravate plus petite. Voilà, et on lui conseille cette couleur qui va beaucoup mieux avec le bleu. La petite pince pour la cravate, le petit foulard dans la poche. Voilà. Et on va voir aussi la coupe de cheveux. On lui conseille d'aller voir un coiffeur. Il y a plein de coiffeurs à Washington, dit-il, dit cette vidéo. Voilà, on lui montre tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, too much. Voilà. Et puis là, voilà, un petit air de Ronald Reagan, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis voilà, donc le bronzage, bien sûr, un peu moins orangé, et les dents beaucoup moins. Ça change tout. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors on nous explique que ça change tout, mais attention. C'est physique et le reste qui a changé, c'est un peu plus compliqué, dit cette vidéo. Regardez, voilà, misogynie, racisme, homophobie, islamophobie, corruption, mensonges, etc., etc., etc. Voilà, pour cette vidéo qui fait le buzz sur Internet. Et voilà, on en parle beaucoup. Bon, cela dit, Donald Trump, lui, s'est beaucoup illustré dans le dénigrement physique de ses adversaires. C'est pas forcément nécessaire de se mettre à son niveau. Le tueur de San Bernardino, hein, lui, on passe à ça? Si on a le temps, oui. Qui est un Américain de parents pakistanais. Alors, en fait, on en parle sur les réseaux sociaux par rapport à la fameuse volonté de Trump de créer une blacklist avec des pays musulmans. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'interrogent pourquoi ces pays. Voilà, on a même une carte de ces pays. Pourquoi ces pays alors que finalement, aucun des terroristes des attentats récents aux États-Unis ne sont originaires de ces pays. Vous l'avez cité, le terroriste auteur des attentats de San Bernardino. Il y en a d'autres, hein, on ne va pas tous les citer. Donc, vous avez beaucoup qui s'interrogent. Et vous avez Vox, par exemple, qui dit que cette décision n'empêchera pas les attentats parce qu'elle explique que finalement, ce sont des pays qui ne figurent pas sur la liste dont sont originaires la plupart des gens qui ont commis des attentats sur le territoire américain, comme par exemple l'Arabie Saoudite. 12 des terroristes du 11 septembre sont originaires d'Arabie Saoudite. Et voilà, merci beaucoup Myriam Amellal, c'était un œil sur les médias. Merci également à nos invités d'une semaine dans le monde, à Laure Simoes, à Alex Taylor, à Louis Quemayou et à Christian Macarian d'avoir été avec nous cette semaine. Restez avec nous sur France 24, tout de suite un nouveau journal.